Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le déclenchement du dispositif alerte enlèvement a été un succès. Grâce au signalement d'un témoin, les 2 enfants enlevés hier ont été retrouvés sains et saufs. Leurs ravisseurs devraient être mis en examen pour enlèvement. Le débat sur les retraites est relancé. Le Conseil d'orientation estime qu'une nouvelle remise à plat est urgente. Il préconise de travailler plus longtemps et de réformer les fameux régimes spéciaux. Nicolas Sarkozy indique qu'il n'entend pas quitter son ministère pour mener sa campagne présidentielle et invoque le précédent de Jacques Chirac en 1988. Le ministre de l'Intérieur a présenté son dernier bilan et s'est dit fier de ses résultats. La tempête a balayé comme prévu le nord de la France, provoquant des dégâts. Trafic très perturbé dans la Manche. Un chalutier avec 5 hommes à bord est porté disparu en mer d'Irlande. C'est sans doute la demeure du futur. La maison numérique a été présentée au Salon mondial de l'électronique à Las Vegas. Toutes les applications vidéo, photos, internet, robotique sont réunies dans un même serveur. Enfin, la nouvelle aventure de Jean-Louis Etienne l'emmènera dans le ciel du pôle Nord. L'explorateur français va survoler l'océan Arctique en ballon dirigeable pour mesurer l'épaisseur de la banquise. C'est donc le soulagement dans les Yvelines. Le petit Christophe, 11 ans, et sa sœur Lucie, 8 ans, enlevés hier, ont été retrouvés ce matin, frigorifiés, couverts de boue, mais en bonne santé. Apparemment, ils n'ont pas subi de violence. Ce dénouement heureux est notamment imputable au déclenchement du plan Alerte Enlèvement. Anouk Burel, Samassoula, Frédéric Pasquette. Sain et sauf. La petite Lucie portée à bout de bras, enveloppée dans un drap, et son grand frère Christophe, transportés par les pompiers à l'hôpital de Versailles, ils viennent tout juste d'être retrouvés. Ils sont couverts de boue. Le jeune homme suspecté de les avoir enlevés, leur voisin Ludovic Billotte, a été placé en garde à vue. Soulagement d'un père après 20 heures d'une interminable attente. Je suis soulagé, mais il faut aussi comprendre aussi que Ludovic, la personne qui était avec, c'est quelqu'un que j'avais une certaine confiance. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Ses parents, je les connais. Ils sont dans le même cas que moi, dans une souffrance, une angoisse pas possible, inimaginable, que personne ne doit connaître. Allez-y, parlez-lui. Allô? Discrètement au téléphone, il remercie l'homme qui a donné l'alerte et qui a permis de retrouver ses enfants. Toute la matinée, les messages d'alerte ont été diffusés sans cesse. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Christophe et Lucie avaient disparu hier après-midi. Ils jouaient avec le jeune homme de 27 ans dans leur jardin. 250 policiers et gendarmes sont mobilisés, mais c'est un automobiliste qui va donner l'alerte. Midi 5, il les repère dans la rue. 2 minutes plus tard, cette banque prévient la police. Avec sa carte, le jeune homme y a fait un retrait d'argent. Midi 10, il entre dans le centre commercial. Et là, le gérant le reconnaît lui aussi immédiatement avec les enfants. Mon oncle m'appelle, il me dit regarde si c'est pas lui la personne qui cherche. Et quand j'ai vu là vraiment les critères d'un suspect, quoi, avec son monte-crade, avec les 2 enfants, une fille de 8 ans et le petit garçon de 11 ans. Selon les enquêteurs, Ludovic Billotte, handicapé léger, ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Lui, il n'a pas forcément conscience d'avoir enlevé ses enfants. Il n'a pas tout à fait conscience de la gravité de l'acte pour lequel il y a eu toute cette mobilisation des uns et des autres. En attendant de savoir ce qui s'est passé la nuit dernière, Christophe et Lucie, ce soir, viennent d'être transférés vers un autre hôpital. Ce plan alerte enlèvement appliqué pour la 2e fois seulement est donc un succès. Dès 7 h du matin, vous l'avez peut-être constaté, les messages insistants ont alerté l'opinion publique à la télévision, sur les radios et même sur les panneaux d'autoroute. Explication sur ce dispositif, Amaury Guibert, Delphine Paric-Miller. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Dès 7h12 ce matin, le message a été massivement diffusé. À la télévision, la radio, dans les gares ou sur les panneaux d'autoroute. La police a reçu plus de 300 appels. C'est la clé du succès de cette nouvelle alerte enlèvement. Entre 6h et 7h30, 8h, c'est l'heure d'influence. C'est l'heure où vos messages ont été entendus, vus, écoutés. L'efficacité est avérée. Car quelques heures plus tard, les 2 mineurs ont été repérés près de ce centre commercial. C'est un automobiliste qui avait entendu le message à la radio qui a appelé la police. Le plan a été déclenché pour la 2e fois en France. La première, c'était en juillet dernier lors de la disparition de 2 fillettes dans le Maine-et-Loire.
Une fausse alerte finalement, mais les critères sont stricts. L'enlèvement doit être avéré, le mineur en danger. Il faut des éléments concrets à diffuser et l'accord des parents est obligatoire. Le dispositif est utilisé avec beaucoup de précautions. En revanche, c'est une simple disparition. L'enfant peut se retrouver chez un cousin, chez une voisine en train de jouer. Bon, on va mettre pas la France en alerte. Mais si l'enlèvement est confirmé, il faut alors agir vite. Les enquêteurs ont constaté que les 24 premières heures étaient capitales pour la survie de la victime. Aux États-Unis, où le dispositif existe depuis 10 ans, il a déjà permis de sauver 140 enfants. Autre dénouement, vous vous en souvenez sans doute, il s'agit de l'affaire du meurtre d'un pilote de quad le soir de Noël à Limoges. Un homme de 34 ans, un agent de sécurité interpellé hier, a reconnu avoir tiré, excédé, dit-il, par le bruit des engins. Il a assuré qu'il ne visait que les pneus et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait touché quelqu'un. Anne Guillet, Alain Darigrand. C'est du 9e étage de cette tour que le coup de feu mortel aurait été tiré. Un homme de 34 ans, père de famille, interpellé à son domicile hier matin, est passé aux aveux. Il était excédé par le bruit, par le tapage, que par ailleurs des circonstances extérieures la rendaient très énervée, et qu'elle a décidé de tirer, mais non pas pour atteindre une personne humaine, mais uniquement pour viser un des pneus du quad. Et que sur le moment, il ne s'est absolument pas rendu compte qu'il avait touché le conducteur. Plusieurs armes ont été retrouvées dans l'appartement de cet agent de sécurité pratiquant légalement le tir sportif, ainsi qu'une carabine dissimulée chez un voisin. C'est peut-être cette arme qui a tué Karim Zaïter le 24 décembre. Cette vidéo amateur avec le bruit de la détonation ainsi que différents témoignages aurait aidé les enquêteurs à trouver le tireur. Malika, quel est votre sentiment? Soulagée, un petit peu. Rassurée parce qu'il n'y a plus un tueur qui court, on va dire. Le suspect est actuellement entendu par un juge d'instruction. Il pourrait être mis en examen pour assassinat. Michel Rocard affirmait qu'il y avait là de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. La réforme des retraites est à nouveau à l'ordre du jour. C'est le Conseil d'orientation des retraites qui tire la sonnette d'alarme. Avec le vieillissement de la population, les comptes se dégradent plus vite que prévu. La réforme de 2003 ne suffit plus. Il faut travailler plus longtemps. Marion Pilas, Frédéric Bonne. Entre les mains du Premier ministre Dominique de Villepin, le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites. Dans la lignée de la réforme de 2003, il doit servir de base de travail pour sauver le système actuel. Principale conclusion, il pourrait manquer en 2050 entre 30 et 80 milliards d'euros pour financer les pensions. C'est 10 fois le déficit actuel. En proportion, il y aura à cette date 2 fois moins d'actifs pour cotiser. Solution, d'abord faire davantage travailler les seniors. Aujourd'hui, après 55 ans, seul 1 sur 3 occupe encore un emploi. Ça implique une mobilisation de tout le monde, c'est-à-dire ça implique une mobilisation des salariés qui acceptent de retarder l'âge auquel ils leur demandent la liquidation de leur retraite, mais ça implique aussi que les entreprises se mobilisent pour offrir des jobs, pour offrir des emplois aux seniors. Autre idée reprise par le Conseil d'orientation des retraites, cotiser plus longtemps. En France, l'âge légal de la retraite est à 60 ans. En Grande-Bretagne, en Allemagne, au Portugal, il faut attendre 5 ans de plus. C'est au Danemark que l'on travaille le plus tard, jusqu'à 67 ans. Les auteurs du rapport ajoutent qu'il faudra peut-être aussi augmenter les cotisations. Les retraites et l'emploi des seniors s'invitent dans la campagne électorale à 100 jours de l'élection présidentielle. Et puis le Conseil d'orientation revient sur un sujet très sensible, les régimes spéciaux qui permettent à certains salariés de partir plus tôt avec de meilleures pensions. Ils plaident pour une réforme au cas par cas. Dossier signé Séverine Lebrun, Christian Leroux. À la Banque de France, c'était un héritage de 1808. Un trésor que tous auraient voulu conserver. Et pourtant, c'en est fini du régime spécial de retraite. Les salariés de la banque cotiseront 40 ans, comme tout le monde. On a des avantages, on veut supprimer les avantages des gens au lieu d'essayer de raccourcir le temps de travail des régimes généraux. C'est pas normal. S'il faut faire un effort, on est d'accord pour le faire, mais il faudrait que ça soit assez généralisé, quoi. On ne veut pas que ça soit toujours les mêmes. On aurait aimé mieux travailler un peu moins, mais le tout c'est de garder la santé et puis pouvoir le faire.
Chaque année, la banque doit verser 380 millions d'euros de pensions. Pour assurer la pérennité du système, il fallait réagir vite. La Banque de France se devait de donner l'exemple aussi, et ne pas attendre le dernier moment pour faire des réformes auxquelles elle appelle l'ensemble des Français. Certes, la Banque de France se réforme, mais des régimes spéciaux, il en existe encore des dizaines. Les plus connus, ceux de la SNCF, la RATP, EDF, GDF, mais aussi les marins, les députés ou les sénateurs. Tous cotisent en règle générale 37 ans et demi et pour certains prennent une retraite dès 50 ans. Les autres salariés, eux, cotisent 40 ans pour une retraite entre 60 et 65 ans. Des avantages souvent hérités de longue date mais qui coûtent cher, car ces régimes sont déséquilibrés. Il n'y a que 500 000 cotisants pour plus d'1 million de retraités qui en profitent. Il faut faire quelque chose. Par contre, c'est vrai que si on demande un effort à certaines parties des Français, et notamment ceux du privé, il faut aussi demander un effort équivalent à d'autres. C'est logique, et sinon les Français ne l'accepteraient pas. Le problème, c'est que ces régimes spéciaux sont difficiles à réformer. En 95, Alain Juppé s'y est essayé. Nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Résultat, des centaines de milliers de personnes dans la rue, la France est bloquée, le projet est retiré. En 2003, lors de la réforme des retraites, personne n'osera s'attaquer aux régimes spéciaux. Il faut dire que ces salariés sont prêts à tout pour défendre leurs avantages, tout à fait légitimes à leurs yeux. Je peux vous assurer que des collègues qui ont fait 20 ou 25 ans de 3-8, au bout à 50, 55 ans, ils sont morts, effectivement, ils sont très fatigués. Rendez-vous en 2008, comme le prévoyait la réforme Fillon. Il faudra alors tout remettre à plat. Politique, Nicolas Sarkozy présentait aujourd'hui son dernier bilan annuel au ministère de l'Intérieur. Il a confirmé les chiffres donnés hier sur la sécurité. Il est aussi revenu sur la lutte contre l'immigration clandestine avant de justifier, non sans malice, vous allez l'entendre, le cumul entre ses fonctions de ministre de l'Intérieur et de candidat à la présidentielle. Jean-Baptiste Prédaly, Patrice Brugère. Ici, pas de vœux, mais un bilan. Nicolas Sarkozy, toujours ministre de l'Intérieur, commente lui-même son action. Baisse ou pas sur la délinquance, les chiffres font polémique. Lui préfère y aller de sa propre appréciation. Je le dis sans embâche, je suis fier des résultats obtenus par les policiers et les gendarmes dans notre pays. La sécurité a progressé, la peur a reculé. Moins 1,3% en 2006, Nicolas Sarkozy tient à souligner la baisse continue de la délinquance. Il reconnaît pourtant l'augmentation des violences aux personnes, mais c'est pour la relativiser. Pour le Parti socialiste, cette hausse symbolise pourtant un échec global. La violence contre les personnes, qui est la plus symptomatique de l'état dans lequel nous nous trouvons, a augmenté de manière significative. Donc le bilan de Nicolas Sarkozy, malheureusement, parce que derrière il y a des souffrances, parce que derrière il y a des victimes, n'est pas bon. L'autre sujet sensible, c'est l'immigration clandestine. Là encore, satisfecit pour le ministre de l'Intérieur. Selon lui, 25 000 irréguliers seront expulsés en 2007. De la poudre aux yeux pour le Front National. M. Sarkozy écope un bateau qui a une grosse voie d'eau et que tant qu'il n'aura pas calfeutré la voie d'eau, eh bien, je crains que ses efforts soient inutiles. Enfin, il y a la politique. Dans 3 jours, Nicolas Sarkozy sera candidat de l'UMP à la présidentielle et toujours ministre. Pas de difficulté selon lui. Est-ce qu'il est possible de faire les deux? Réponse oui. Et d'ailleurs pour ça, j'ai un grand exemple. L'exemple en question, c'est Jacques Chirac, candidat et Premier ministre en 1988. Aujourd'hui, c'était l'heure du bilan, mais aussi d'un peu d'insolence. Et à noter qu'en ce qui concerne le nombre de voitures brûlées la nuit de la Saint-Sylvestre, nos confrères d'Europe 1 ont révélé ce matin que le chiffre est 70% plus élevé que celui fourni par le ministère de l'Intérieur le 1er janvier au matin. 683 voitures contre 396. Explication, tous les cas n'avaient pas été signalés à ce moment-là, à 6 h du matin ce 1er janvier, et aucune mise à jour n'a été faite ensuite. Nicolas Sarkozy a répondu que le mode de calcul était demeuré inchangé d'année en année. Alors Jacques Chirac, lui, on l'a dit, adressait cette fois ses vœux à la presse. Même si une nouvelle candidature apparaît improbable, la question rituelle en cette période lui a été posée une nouvelle fois. Écoutez. Monsieur le Président, serez-vous à nouveau candidat? Ça, celle-là, elle vient de loin. Je n'y avais pas pensé. Ça mérite réflexion.
Et donc, je vais réfléchir. Permettez-moi de vous le dire, la seule chose qui m'anime, c'est la passion de la France. Le moment venu, je ferai connaître ma décision aux Françaises et aux Français, avec une seule exigence, croyez-le, l'intérêt national. Et puis sachez que c'est le 22 janvier, dans 11 jours, que Nicolas Hulot annoncera lors d'une conférence de presse s'il est ou non candidat à l'élection présidentielle, 2 mois après avoir lancé son pacte écologique signé aujourd'hui par la plupart des candidats. À propos d'écologie, le chiffre a été donné aujourd'hui. La facture énergétique de la France s'est alourdie de 19% en 2006, 46 milliards d'euros au total. Principale raison, la flambée des prix du pétrole. C'est dans ce contexte que les autorités veulent promouvoir les carburants d'origine végétale, mais c'est une politique des petits pas. Depuis le 1er janvier, les 10 premières pompes grand public de super-éthanol ont été ouvertes, notamment dans la Marne, et le démarrage est plus que timide. Bruno Timsit, Michael Cario. Dans cette station-service, une pompe est encore flambant neuve et risque bien de le rester. Elle fait partie des 10 en France à distribuer de l'éthanol depuis le début de l'année. Problème, parmi les voitures qui arrivent au compte-gouttes, on peut attendre longtemps celle qui viendra s'approvisionner en éthanol. Nous avons un consommateur qui est venu en début de semaine faire le plein. Bien évidemment, les consommateurs particuliers, pour l'instant, sont très peu nombreux, voire même très confidentiels. En tout, une dizaine de particuliers en France, dont cet homme qui a acheté une voiture spéciale. L'éthanol, un carburant moins cher grâce à des taxes réduites, mais aussi écologique. Comme on parle des gaz à effet de serre, bon, je contribue un petit peu à l'environnement, si on peut dire. Pour l'instant, seuls 3 constructeurs étrangers se sont lancés. Le problème, c'est notamment que l'éthanol, lorsqu'il est fabriqué à partir de céréales, ne fait pas consensus dans la communauté scientifique, contrairement à d'autres biocarburants. Je comprends que les constructeurs se disent que cette première génération de biocarburants est parfois très contestable, que c'est pas mature. Et à l'évidence, l'éthanol à base de céréales, on en parle aujourd'hui, je pense que dans 5 ans, on n'en parlera plus. Le gouvernement, lui, a mis un coup d'accélérateur. 500 pompes distribuant de l'éthanol doivent être installées d'ici à la fin de l'année. Alors en attendant, nous avons voulu nous livrer un comparatif. En France, il y a donc 10 pompes. En Suède, il y en a 580 pour une population nettement moindre. La différence a un nom, cela s'appelle la volonté politique. Là-bas, tout est fait pour développer ce carburant dont la distribution a augmenté de 600% l'an passé. Envoyé spéciaux Julien Beaumont, Didier-Dahan. Ce commercial suédois effectue 40 000 km par an. Sa voiture fonctionne à l'éthanol. Au volant, pas de différence. Mais à la pompe, son porte-monnaie lui dit merci. En moyenne, 15 € de gagné à chaque plein. Et heureusement, les pompes éthanol deviennent plus faciles à trouver. C'est vrai. Aujourd'hui, il y en a bien plus en fonction dans toute la Suède. En tout, 580 pompes en service dans tout le pays. Le gouvernement suédois veut ainsi montrer son attachement aux énergies renouvelables. C'est ambitieux. Les hommes politiques veulent que la Suède soit indépendante énergétiquement parlant en 2020, ou qu'au moins elle limite au maximum sa dépendance d'ici 2020. Pas suffisant pour attirer les clients en concession. Alors l'État a baissé les taxes sur les véhicules propres et offre le parking en ville. Un effet dopant. 44 000 véhicules roulent aujourd'hui avec un carburant propre et les constructeurs qui proposent ces véhicules biopower comme ce modèle 9.5 se frottent les mains. Tous les 9.5 qui se vendent en Suède, 80% ce sont de biopower aujourd'hui. Donc un effet très important qu'on a ce biopower sur ce modèle-là. Sur cette chaîne d'assemblage, les véhicules éthanol côtoient les voitures diesel ou essence. Le moteur est un peu différent, mais c'est surtout le réservoir, ici à l'image, qui change. Rien d'extraordinaire, d'autant que la technologie est connue et facile à mettre en place. Nous utilisons un réservoir américain pour cette version, un réservoir développé au Brésil. Nous avons juste eu besoin de l'adapter. Au final, pas de grande différence. Voici l'une des 3 usines suédoises d'éthanol. 2 autres sont actuellement en construction. Un marché en pleine expansion, car la Suède veut réduire ses importations d'éthanol en provenance du Brésil. Aujourd'hui, 95% de sa consommation vient de l'étranger, un chiffre qui pourrait peu à peu baisser.
même si la route vers l'autosuffisance est encore longue. La tempête a balayé comme prévu le nord de la France. Les vents ont atteint 110 km/h. Pas de victimes, mais de gros dégâts et un trafic maritime très perturbé. Benoît Bringer, Dominique Mas. Mieux vaut être bien cramponnés les uns aux autres. Dans les rues de Calais et sur la Manche, les rafales ont atteint 120 km/h. À Boulogne-sur-Mer, 600 élèves ont évacué leur collège après l'effondrement d'un mur. D'un seul coup, énorme bruit et le mur qui s'est affaissé complètement et les tôles qui se sont mises à voler partout. La tempête a fortement perturbé le trafic transmanche, notamment en raison de la fermeture du port anglais de Douvres pendant 3 heures ce matin. Résultat, des dizaines de kilomètres de bouchons pour les camions de fret. En Grande-Bretagne, les dégâts ne sont pas seulement matériels. Un homme est mort, un arbre est tombé sur sa voiture. Des pointes à 100 km/h en Pologne, à 160 km/h en Allemagne, où un camion de 40 tonnes s'est renversé sur l'autoroute. Aux Pays-Bas, ces promeneurs n'ont pas hésité à braver la tempête. Ici aussi, les vents sont violents. Difficile d'atterrir et de décoller à l'aéroport d'Amsterdam. Les animaux aussi ont souffert de la tempête. Grâce à l'intervention de cet homme, ce phoque a heureusement pu regagner la mer. Plus grave en mer d'Irlande, un chalutier est porté disparu avec 5 hommes à bord. L'espoir est très mince de retrouver les marins. En France, sur l'ensemble du pays, la douceur des températures persiste. C'est souvent très agréable, mais pas partout. Dans les Vosges, le chiffre d'affaires des stations a été divisé par 15 en ce début de saison. Les remontées mécaniques ferment tour à tour. Des centaines de saisonniers sont au chômage technique. Christine Boss, Jean-Pierre Pasteur sur place. Télésiège à l'arrêt, canon à neige désœuvré, restaurant fermé. Bienvenue à la Bresse, plus grand domaine skiable des Vosges, 28 pistes sur 200 hectares. D'habitude, à cette époque, la station vosgienne ressemble plutôt à cela. Mais pour cause de redoux, et malgré ses 280 canons à neige, la Bresse a dû déclarer forfait comme l'ensemble des stations vosgiennes. Première conséquence économique. Pour le personnel saisonnier qui a droit à l'embauche obligatoire à partir chez nous du 15 janvier, nous sommes obligés de prendre une position de chômage partiel. Et ça touche combien de personnes? Alors sur le personnel, ça va toucher à peu près 70 personnes. Avec 4 pistes ouvertes seulement à Noël, c'est donc un début de saison poussif. Et la situation est la même partout, comme dans cette petite station familiale voisine. Ici, les 11 employés savent faire comme ils peuvent. On fait l'entretien des skis, en fait, les skis qui ont servi 2 dernières semaines, on fait l'entretien, de façon à ce qu'ils soient opérationnels pour la prochaine neige. À 1000 mètres d'altitude, la neige peut être aléatoire en hiver, mais pour les stations vosgiennes, le coup est rude. Économiquement, c'est assez dur, bien sûr, mais bon, on avait quand même prévu un petit peu que le risque, on avait ce risque depuis longtemps. Bon, cette année, ça fait un peu mal au ventre, mais ça pouvait arriver et c'est arrivé malheureusement. Ici, tout le monde guette le ciel avec anxiété, les flocons sont attendus avec ferveur, car les vacances de février représentent 70% de la saison de ski. En attendant, même pour faire de la luge, il faut vraiment le vouloir. La douceur et la sécheresse aussi en Océanie. Les incendies de forêt sont repartis de plus belle en Australie. Sur les collines d'Adélaïde, dans le sud du pays, 2000 hectares ont déjà brûlé. En Indonésie, cette fois c'est sûr, le Boeing disparu le 1er janvier avec 102 personnes à bord s'est abîmé en mer. Alors qu'un impressionnant dispositif de localisation avait été déployé, c'est finalement un simple pêcheur qui en a découvert les premiers débris. Il a remonté dans son filet une partie d'aileron à 300 mètres du rivage. Des tablettes rabattables ont ensuite été rejetées par la mer. Les réactions au discours de George Bush qui a décidé, vous le savez, d'intensifier encore l'effort de guerre en Irak. Ce qui retient l'attention de la presse américaine ce matin, c'est que le président américain a également reconnu ses erreurs. Bernard Lebrun. Comme pour prouver qu'il assume pleinement sa politique, George W. Bush a reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche des familles de soldats morts héroïquement en Irak. Et chacun retiendra qu'il y eut des parents pour accepter l'accolade. Ainsi, le président doit-il convaincre une opinion publique à 61% défavorable à tout renfort, et c'est en pratiquant le mea culpa qu'il s'y est employé cette nuit. La situation en Irak est inacceptable pour les Américains, et elle est inacceptable pour moi. Nos troupes ont combattu courageusement. Elles ont fait tout ce que nous leur avons demandé de faire.
Quant aux erreurs, j'en assume la responsabilité. 20 minutes de discours pour annoncer, pour toute nouvelle stratégie, des renforts. Il y a actuellement 132 000 militaires américains en Irak, ils seront bientôt 21 500 de plus. Mais cet après-midi, devant la commission des affaires étrangères du Sénat, présidée par le démocrate Joseph Biden, Madame la secrétaire d'État, concernant le plan Bush, a passé un très mauvais moment. Madame le secrétaire, je crois que ce plan est une erreur tragique. Dès ce vendredi, Madame Rice partira au Moyen-Orient expliquer cette nouvelle stratégie. Coïncidence, cette journée marque aussi le 5e anniversaire de l'arrivée des prisonniers américains dans le camp de Guantanamo. À Washington, plus de 200 manifestants en combinaison orange et cagoule sur la tête ont manifesté devant la Cour suprême à l'initiative d'Amnesty International. Mais l'information du jour à ce sujet vient de New York. Le nouveau secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à la fermeture du camp. Peut-on rire de tout? C'est aujourd'hui qu'est sortie en Allemagne la première comédie grand public sur Adolf Hitler, Mein Führer. On en parlait récemment. Elle a été assez fraîchement accueillie par la presse, mais plutôt appréciée, semble-t-il, des premiers spectateurs. Et si le passé de l'Allemagne est assumé dans les arts ou les discours publics, il reste un tabou dans de nombreuses familles. 2 livres sortis coup sur coup brisent le silence et connaissent un fort retentissement. Des livres de ceux qu'on appelle les Nazi-Kinders, les enfants ou descendants de nazis. Correspondance Jérôme Bonny, Brice-Boussoir. Pas facile de s'appeler Catherine Himmler. On se sent un peu seul face au passé familial. Le grand-père de Catherine était Ernst, petit frère de Heinrich Himmler, bras droit de Hitler, ici, au mariage du grand-père. Toute son enfance, Catherine l'a passée avec le fantôme de ce Himmler que le Führer avait chargé de diriger la Gestapo et les camps d'extermination. Avec cet air de famille même qui la lie à son grand-oncle, et pourtant, elle a décidé de garder ce nom de Himmler, de l'assumer. Ça n'aurait rien changé, car il est là, en moi, le lien de parenté avec cette famille. Et même si je m'appelais Müller ou Meyer, je ne pourrais pas me débarrasser comme ça de ma famille. Ute Scheub, elle, est fille de SS. Elle a eu le courage de fouiller dans le passé de son père. Elle avait tout juste 13 ans en 1969, quand il se suicida publiquement après avoir rendu hommage à ses camarades de la SS. Pour moi, le plus grave est qu'il était rigide et incorrigible, et qu'il n'a jamais prononcé aucun mot de compassion pour les victimes. Jamais. Ute Scheub a trouvé une thérapie dans l'écriture, tout comme Catherine Himmler. Toutes deux sont ce que l'on appelle ici des Nazi-Kinder. Le mémorial de l'Holocauste au cœur de Berlin symbolise la volonté politique de l'Allemagne de regarder son passé nazi en face. Mais dans la plupart des familles, c'est encore la loi du silence. De la part des vieilles générations, il y a la peur de perdre l'amour des enfants. Derrière ce silence, le souci de préserver cette harmonie familiale qui est presque sacrée. Les coupables avaient honte, à juste raison, et se sont tus. Et souvent, les enfants n'ont rien su de ce qu'avaient fait leurs parents. Silence particulièrement pesant pour la fille du SS. En revoyant les photos de mon enfance, il me revient que je n'ai jamais été une enfant heureuse. 2 femmes qui ont eu le courage de soulever cette chape de plomb qui pesait sur leur famille. Je voulais rompre cette tradition du silence, transmettre autre chose à mon fils. Un fils dont le père est juif. La page est bel et bien tournée pour Catherine Himmler, mais ce travail d'explication est d'autant plus délicat. En bref, le pétrole coule à nouveau de la Russie vers le Bélarus. Après 3 jours d'interruption qui ont privé plusieurs pays d'Europe également, le différend financier a été surmonté. C'est sans doute la demeure du futur. Entre autres innovations, la maison numérique a été présentée au Salon mondial de l'électronique à Las Vegas. Toutes les applications, vidéo, photos, internet et autres sont réunies sur une même plateforme. Sur place, Martine Laroche-Joubert, Pascal Jouffriot. Bienvenue à Las Vegas.
Lancées par des choux à l'américaine, des innovations techniques majeures sont présentées ici depuis 40 ans. Le magnétoscope, le CD, le DVD, nous sommes dans la foire mondiale de l'électronique grand public. Dernier cri aujourd'hui, les appareils nomades, joli terme pour des téléphones portables intelligents qui vous guideront par GPS dans la jungle des villes, vous informeront en temps réel. C'est l'Internet mobile, une révolution selon les fabricants. Et même ici, un retour vers le futur, la batterie de ce mobile se recharge avec un vélo. Ce système est conçu pour être utilisé en Chine, en Inde, dans tous les pays émergents du monde. Mais voici le clou de l'exposition, la maison connectée, avec des acteurs. Accès direct sur l'Internet dans la cuisine pour la maman, avec un message de son fils, viens me chercher. Nous voici chez la grand-mère. Je peux augmenter la température de la salle de bain avec ma télévision. Le téléviseur devient le centre nerveux de toutes les fonctions de la maison. Fermer les volets, régler la lumière, choisir la musique ambiante. Le grand-père, de son bureau, se sent le maître des lieux. Bingo! Le fils, lui, maîtrise tout son univers grâce à la télé, sa musique, les jeux, les relations avec ses amis grâce à Internet, sans oublier sa petite amie, téléchargée sur son baladeur. Question, toute cette technologie apporte-t-elle le bonheur? C'est peut-être un peu trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Plus de 150 000 visiteurs, pour le meilleur des mondes, peut-être. La nouvelle aventure de Jean-Louis Etienne, elle l'emmènera cette fois dans le ciel du pôle Nord. L'explorateur français va survoler l'océan Arctique en ballon dirigeable pour mesurer l'épaisseur de la banquise. Départ prévu en mars 2008. Nicolas Châteauneuf, Alain Locasio. Voilà, j'ai fait le tour du monde. Une seconde. Entre Jean-Louis Etienne et le pôle Nord, c'est une longue histoire de fascination, d'obstination et de solitude. Mais aujourd'hui, c'est vers le ciel que se tourne son regard. Derrière la barrière, là, il y a de l'eau. Car bientôt le Français y retournera, mais cette fois-ci en dirigeable. Un drôle d'engin rarement vu à ces latitudes pour une mission scientifique ambitieuse, mesurer l'épaisseur de la banquise autour du pôle Nord. Une aventure que vivra Jean-Louis Etienne et ses 15 équipiers l'année prochaine. Aujourd'hui, après des années de préparation, il présentait enfin son projet, car le temps presse. Avec Lienberg, il y a une inconnue et une nécessité, c'est de connaître l'épaisseur moyenne de la banquise sur l'ensemble de l'océan. Ça, c'est plus difficile à faire. Et nous allons le réaliser avec un appareil de mesure qui va être accroché sous le dirigeable. Et nous allons couvrir une immensité d'océan et ramener pour l'année polaire internationale une valeur de référence. À 30 mètres d'altitude, pendant 2 mois, le dirigeable sillonnera la banquise en emportant un appareil capable de mesurer l'épaisseur de la glace grâce aux ondes électromagnétiques. Une mesure très précise qui fait aujourd'hui défaut aux scientifiques. À bord de l'engin de 54 mètres de long, l'équipage partira de Paris, direction la Norvège avant de rejoindre le rocher du Spitsberg pour faire une halte avant le grand saut vers le pôle Nord. Grâce à cette nouvelle mission, Jean-Louis Etienne ramènera de précieux repères qui aideront à comprendre pourquoi ce monde glacé est touché de plein fouet par le réchauffement climatique. L'ouverture demain du 9e salon de la plongée à Paris. Il y a chaque année de plus en plus d'adeptes. Et pour les plus casse-cou, la nouvelle tendance, c'est justement la descente sous la glace. À Tignes, François-Julien Piednoir, Mathias Barrois. C'est le pire des cauchemars pour certains. Rester bloqué sous la glace. Mais à la surface, c'était plutôt un rêve pour ce jeune couple. Sylviane et Cédric n'ont pas froid aux yeux. Il se passe pas grand chose. Vous avez pu voir, vous êtes équipé d'une combinaison complètement étanche, d'accord, à laquelle on va venir insérer des gants. Après quelques plongées sous les palmiers d'Australie, ils voulaient goûter à l'eau à 2 degrés du lac de Tignes. Oh, ça caille. Je suis très frileuse. Mais ici, on ne sent pas tellement la température en fait. Hein. On la sent pas, hein. Pardon, faut mouiller la nuque. Pendant 20 minutes et pour 70 €, Sylviane et Cédric vont explorer les dessous de la couche de glace. L'activité n'est pas recommandée aux claustrophobes, car la glace peut atteindre 1,50 m d'épaisseur, impossible à briser. Mais pas de panique, seules les bulles restent prisonnières. On ne peut pas rester piégé sous la glace, hein, puisque donc on a le moniteur qui accompagne les gens sous la glace, il connaît bien le parcours. Et en plus on a donc une longe de sécurité qui nous relie à l'extérieur, ce qui fait que dans tous les cas, on ne s'écarte jamais bien loin d'un trou de sécurité.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sous la glace? Est-ce qu'on se sent piégé ou On se sent seul avec soi-même. C'est génial. Et comme tout bon journaliste doit se mouiller pour rapporter l'information, j'ai moi-même été obligé de plonger. Le salon de la plongée sous-marine se tient tout le week-end porte de Versailles à Paris. Plonger sous la glace, plonger sous les tropiques, au fond peu importe. La plongée est un loisir qui permet dans tous les cas de décompresser. Football, encore un galactique qui tire sa révérence, en tout cas pour le haut niveau. Le Britannique David Beckham, déjà écarté de la sélection nationale, annonce qu'il quittera le Real Madrid en fin de saison. À 31 ans, il va rejoindre un club américain, le Los Angeles Galaxy, qui lui a fait un pont d'or, il faut dire. Un contrat de 250 millions de dollars pour 5 ans. On connaît le prochain président du jury du Festival de Cannes 2007. Il s'agit de Stephen Frears, le réalisateur britannique dont le dernier film The Queen a réuni plus de 2 millions de spectateurs en France. Un salut amical enfin à un nouveau venu dans les kiosques demain. Héritage, un bimestriel sur le patrimoine et sa transmission, 4,90 €. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50 envoyé spécial, Guylaine Chenu, Françoise Joly avec au sommaire notamment un reportage sur les jeunes et l'alcool. Très bonne soirée.